Un voilier, une planète des étoiles et des maths, c'est le chapitre 7 dans lequel on va parler de lever et de coucher d'un astre. On verra que l'heure du lever, l'heure du coucher et la longitude sont liées, on verra que la latitude et la durée du jour sont liées, on verra que l'observation du lever et du coucher d'un astre c'est pas si facile et qu'il faut prendre des précautions. Et enfin, on parlera de l'azimut, de l'astre qui se lève ou qui se couche. Dans les chapitres précédents, on avait vu que l'heure de passage d'un astre au méridien local nous permet de déterminer notre position. Dans ce chapitre, on va voir que l'observation du lever ou du coucher d'un astre peut aussi nous permettre de déterminer notre position. Par exemple, si on regarde les éphémérides nautiques du Soleil, on voit les heures de lever et de coucher du Soleil qui sont indiquées. Il s'agit bien entendu des heures de lever et de coucher à Greenwich. Attention, il s'agit du lever et du coucher du bord supérieur du Soleil. Alors il y a un petit inconvénient, c'est que bien sûr il s'agit du Soleil et pas d'autres astres, et l'autre inconvénient c'est que c'est donné pour une latitude de 50 degrés, donc il y a des corrections à faire. Alors comment, dans le cas général, on va s'en sortir? Sur cette planisphère, on a représenté le pied d'un astre et sa déclinaison. Vous vous souvenez bien sûr que cet astre est situé à une distance quasiment infinie, donc il envoie des rayons lumineux parallèles entre eux qui vont éclairer notre planète et qui vont désigner la surface de laquelle cet astre est visible et la surface de laquelle cet astre n'est pas visible. Et on a ici une séparation entre ces deux zones qui est un grand cercle. Lorsque l'observateur est situé de ce côté du grand cercle, eh bien l'astre n'est pas visible. Lorsqu'il est situé de ce côté, l'astre est visible. Et évidemment, lorsqu'il est situé sur ce demi-grand cercle, eh bien l'astre est visible et se lève. Et lorsqu'il est situé sur cet autre demi-grand cercle, l'astre se couche. Revenons dans la situation où le bateau observe le lever de l'astre. On va pouvoir représenter un triangle sphérique avec ses trois sommets, le pôle nord, la position du bateau et le pied de l'astre. Voici ce triangle sphérique. Et maintenant on peut s'intéresser aux angles, les angles au sommet et les angles au centre. Alors, par rapport à cet angle qui se trouve ici entre la direction de l'astre et la direction du bateau, c'est un angle particulier qui s'appelle l'angle horaire. L'angle horaire a un angle opposé au centre qui se trouve ici, qui est un angle droit. C'est par définition un angle droit puisque c'est un angle entre la direction ici de l'astre et le plan qui désigne l'horizon. Donc ici on a l'angle horaire et l'angle droit. Pour les angles qui sont au centre de chaque côté ici, ils sont relativement faciles à déterminer parce que ça c'est pi sur 2 moins la déclinaison et ça, cet angle-là, c'est pi sur 2 moins la latitude. Donc on a défini tous nos angles, et on se souvient peut-être du chapitre 1 dans lequel on avait donné la formule des cosinus pour un triangle sphérique. Le cosinus de gamma, qui est l'angle au sommet qui se trouve ici, c'est le cosinus C de l'angle au centre opposé, moins cos A, cos B qui se trouve ici, les deux autres angles au centre sur sinus A, sinus B. Alors on va essayer d'appliquer ça sur notre sphère qui se trouve ici, sur notre triangle sphérique. Et le cosinus de gamma, ici, on va considérer que c'est le cosinus H. Le côté opposé, c'est pi sur 2. Et les autres côtés, c'est pi sur 2 moins delta et pi sur 2 moins phi. Donc voilà ce que ça devient. Or, cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc on va pouvoir simplifier un petit peu. Et cosinus pi sur 2 moins delta, c'est cosinus delta. Et sinus pi sur 2 moins delta, c'est cosinus delta. Donc on va pouvoir simplifier tout ça. Et là, on va se retrouver avec un tangente delta, un tangente phi, ce qui fait qu'au final, eh bien, cosinus h est égal à moins tangente delta que multiplie tangente phi. Il existe une autre méthode pour déterminer l'angle horaire, pour retrouver la formule qu'on a donnée précédemment. Il suffirait de partir des formules qu'on a vues dans le chapitre 4, qui permettent de convertir les coordonnées équatoriales horaires en coordonnées azimutales. Et c'est notamment cette formule-là qui nous intéresse. Alors pourquoi elle nous intéresse? Parce que par définition, lorsqu'on va être au lever ou au coucher du soleil, la hauteur de l'astre, elle vaut forcément 0.
Donc cette expression devient celle-ci, qui nous permet de dire que sinus phi, sinus delta, plus cosinus phi, cosinus delta, cosinus h est égal à 0. On va isoler cosinus h, qui est donc moins sinus phi, sinus delta que divise cosinus phi, cosinus delta, et au final, on retrouve cosinus h est égal à moins tangente phi que multiplie tangente delta. Alors donc on va pouvoir déterminer h, qui sera l'arc cosinus de moins tangente phi fois tangente delta, et donc il est assez facile finalement de déterminer la valeur de h. Alors à quoi ça va nous servir? Mais si on connaît par exemple le temps de passage local de l'astre au méridien, alors l'heure de levée de l'astre sera le temps de passage local moins h, et l'heure de coucher sera le temps de passage local plus h. La durée du jour ou la durée de la période possible d'observation de l'astre, c'est 2 fois h. Alors si on ne connaît pas le temps de passage local, on connaît probablement le temps de passage à Greenwich. Le temps de passage local, c'est le temps de passage à Greenwich moins lambda, donc on peut déterminer l'heure de levée de l'astre, temps de passage à Greenwich moins lambda moins h, et l'heure de coucher, temps de passage moins lambda plus h. La durée du jour ou de la période d'observation de l'astre valant toujours 2 fois h. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces équations? Eh bien, si on connaît notre position, latitude et longitude, on va pouvoir déterminer l'heure de lever et l'heure de coucher d'un astre. Si on connaît sa latitude et l'heure de lever ou celle de coucher d'un astre, on va pouvoir déterminer notre longitude. Alors, dans ces deux cas, il faut connaître sa latitude. Comment déterminer la latitude? Eh bien, on peut aussi la déterminer en observant le lever et le coucher de l'astre. En effet, si on connaît la durée du jour ou la durée d'observation d'un astre, et si on connaît la déclinaison de cet astre, on peut déterminer la latitude. Comment est-ce qu'on peut faire ça? La durée du jour, c'est 2 fois h, donc h c'est un demi-jour. Cosinus h, on a dit que c'est moins tangente phi fois tangente delta. Donc phi, c'est atangente, arctangente de moins cosinus h que divise tangente delta. On va prendre un exemple pour être plus clair. Imaginons que l'astre qu'on suit est visible pendant 18 heures, c'est son jour. Et la déclinaison, elle vaut 35 degrés. À ce moment-là, la valeur de h, c'est la moitié de 18 heures, 9 heures, fois 15 degrés, ça fait 135 degrés. Et phi, c'est arctangente de moins cosinus 135 degrés que divise tangente de la déclinaison 35 degrés. On trouve 45,28 degrés. C'est notre latitude, c'est une latitude nord. Si l'astre avait été visible pendant 10 heures, pour la même déclinaison, on aurait trouvé une latitude de moins 20 degrés,28, c'est-à-dire une latitude sud. Alors on va faire une petite parenthèse, on va parler du cercle polaire arctique. En effet, les équations qu'on vient de voir précédemment vont nous permettre de déterminer la latitude de ce qu'on appelle le cercle polaire arctique. C'est le parallèle nord pour lequel, au solstice de juin, le jour solaire dure 24 heures. Or, au solstice de juin, le soleil a atteint sa déclinaison maximale, et elle correspond à l'inclinaison de l'écliptique 23,48 degrés. Pour déterminer la latitude du cercle polaire arctique, on va faire appel aux formules précédentes. Le soleil est visible pendant 24 heures. Donc h vaut la moitié de 24 heures, c'est-à-dire 12 heures fois 15 degrés, 180 degrés. On applique la formule pour obtenir phi, on trouve 66,56 degrés. Eh bien, c'est justement la latitude du cercle polaire arctique. Voilà comment déterminer longitude et latitude en observant le lever et le coucher du soleil. Mais attention, mesurer l'heure du coucher et du lever d'un astre, ça présente quelques complications telles que la parallaxe, le diamètre de l'axe, la réfraction et l'altitude de l'observateur par rapport au niveau de la mer. Comment tenir compte de ces petites complications? Comment tenir compte de la parallaxe? Alors on pourrait penser que selon la position de l'observateur à la surface de la Terre, l'astre observé n'est pas dans la même direction. En réalité, cette représentation elle est fausse,
l'astre il est tellement loin de nous que tous les rayons lumineux qui arrivent à la surface de la Terre sont parallèles entre eux, et donc quelle que soit la position, l'observateur voit l'astre dans la même direction. Donc il n'y a pas de problème dans ce cas-là de prise en compte de la parallaxe. Attention, ça c'est le cas général. Il y a un cas particulier où on doit tenir compte de la parallaxe, c'est le cas de l'observation de la Lune. Comment tenir compte du diamètre de l'astre? Eh bien en général, l'astre est suffisamment petit pour qu'il puisse être assimilé à un point, donc on n'a pas de problème de diamètre. Mais il y a deux cas où on doit tenir compte de ce diamètre, c'est pour le Soleil et la Lune, qui ont un diamètre apparent relativement identique qui est de 32 minutes d'angle. Donc on en tiendra compte et on fera la correction quand on observera le coucher par exemple du Soleil ou de la Lune. Comment est-ce qu'on tient compte de la réfraction? Alors voilà par exemple un observateur, et ça c'est l'horizon local. Le Soleil pour l'instant est couché, c'est-à-dire que l'observateur ne devrait pas voir ce Soleil, puisque les rayons lumineux qui proviennent de ce Soleil sont arrêtés par la masse d'eau qui se trouve ici et ne parviennent pas à l'œil de l'observateur. En réalité, une partie de ces rayons lumineux vont être réfractés par l'atmosphère et arriver au niveau de l'observateur. Et donc pour cet observateur, tout semble comme si des rayons lumineux provenaient de cette direction, et pour cet observateur, il voit un soleil qui n'est pas encore couché. Ce n'est pas la position vraie du soleil, c'est une position apparente du soleil. Mais à cause de la réfraction, le soleil n'est pas encore couché, alors que dans la réalité, il est déjà couché. Comment tenir compte de cette réfraction? Eh bien, il y a une erreur qu'on considère comme étant égale à 34 minutes d'angle, dont il faudra tenir compte. Dernière complication dont il faut tenir compte, c'est la position de l'observateur. Si l'observateur était strictement au niveau de la mer, voici l'horizon qu'il verrait, et là le soleil, par rapport à cet horizon, il est couché. Mais l'observateur, il est légèrement surélevé par rapport au niveau de la mer. Il se trouve ici. Et donc ça, c'est l'horizon du marin. Et par rapport à cet horizon du marin, alors bien sûr c'est très exagéré, par rapport à l'horizon du marin, on voit maintenant que le soleil, il n'est pas encore couché. Donc il va falloir tenir compte de l'altitude de l'observateur. Comment en tenir compte? On a déjà écrit ça, on va écrire un angle de correction qui est 1,93 minutes d'angle que multiplie la racine carrée de la hauteur, de l'altitude par rapport à laquelle il se trouve au niveau de la mer, exprimée en mètres. Par exemple, si A est estimé à 2 mètres, nu vaut environ 2,7 minutes d'angle. Alors, comment tenir compte de toutes ces corrections? L'IMCCE propose de tenir compte de cette correction en introduisant un angle de correction qui se trouve là, qui est exprimé en minutes par cette formule, qui tient compte de la parallaxe, auquel on soustrait la réfraction, 34 minutes, auquel on soustrait la moitié du diamètre apparent, donc le rayon apparent qui vaut 16 minutes pour le Soleil et la Lune, et auquel on soustrait l'altitude de l'observateur qui vaut 1,93 minutes d'angle que multiplie la racine carrée de l'altitude de l'observateur. Voilà comment on va pouvoir tenir compte de toutes ces complications d'observation. On va appliquer nos formules pour calculer l'heure de lever et de coucher du soleil, par exemple à Nouméa, par exemple le 13 décembre 2020. On connaît évidemment les coordonnées en latitude et en longitude de Nouméa, il suffit de trouver ça sur internet, on les a très facilement. On va dans un premier temps calculer l'angle de correction, H0, en considérant qu'on est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça, alors bien sûr il n'y a pas de parallaxe, puisqu'il s'agit du soleil. Ça c'est la réfraction, ça c'est le demi-diamètre apparent, et ça c'est la correction liée à l'altitude de l'observateur. Voilà l'angle de correction exprimé en degrés. Les tables donnent une déclinaison de 23 degrés, 9,6 minutes, autrement dit, moins 23,16 degrés, car c'est une déclinaison sud, pour le 13-12-2020. On va pouvoir maintenant calculer la valeur de l'angle horaire, H. C'est l'arc cosinus de sinus H0 moins tangente phi fois tangente de delta. On applique la formule, on obtient un angle horaire de 100,99 degrés,
qu'on peut transformer en heures, par exemple 6h44 minutes. Cet angle horaire va nous permettre de déterminer l'heure de lever et l'heure de coucher. Comment? Eh bien, on va déterminer l'heure de passage au méridien de Greenwich, qu'on obtient dans les éphémérides, et on va convertir cette heure de passage au méridien de Greenwich en heure de passage au méridien local. Pour ça, on prend l'heure de passage à Greenwich et on soustrait la longitude. Pour avoir l'heure de lever du soleil, eh bien c'est le temps de passage au méridien local, donc le temps de passage à Greenwich moins la longitude moins h, et pour le coucher du soleil, c'est le temps de passage à Greenwich moins la longitude plus h. Quant à la durée du jour, elle est égale à 2 fois h. On va appliquer pour voir ce que ça donne. Donc on a ici le temps de passage à Greenwich, on soustrait notre longitude, on soustrait la valeur de l'angle horaire, et on trouve moins 88,85 degrés. Pour le coucher de soleil, on obtient 113,13 degrés, et pour la durée du jour, on trouve 202 degrés. Alors bien sûr, comme ce sont des heures, on ne va pas en rester là, on va convertir tout ça en heures. On obtient moins 5 heures, moins 55 minutes pour le lever de soleil. Pour le coucher, 7 heures 33 minutes. Attention, il s'agit ici d'heures UTC. La durée du jour, c'est 13 heures et 28 minutes. Alors maintenant, comment avoir l'heure de lever et de coucher du soleil local? Eh bien, l'heure légale à Nouméa, c'est UTC plus 11. Donc le lever du soleil, ce sera 11 moins 5h55, ça fait 5h,05 minutes en temps local. Et le coucher, c'est 11h plus 7h33, 18h,33 minutes en temps local. Et on voit bien que la différence entre ces deux heures de lever et de coucher, elle correspond bien à 13h et 28 minutes. On va terminer ce chapitre en s'intéressant à l'azimut d'un astre qui se lève ou qui se couche. Et je vous propose deux formules. Il y en a une qui correspond au coucher de l'astre, une qui correspond au lever de l'astre. Dans ces deux formules, on retrouve H0, notre angle de correction, qui tient compte de la parallaxe, de la réfraction, du diamètre apparent et de la hauteur de l'observateur. Attention, ces azimuts sont mesurés depuis le nord, comme le font les marins. Si on était des astronomes, il faudrait mesurer cet azimut depuis le sud et ça changerait notre expression. Et puis enfin, quelque chose d'assez logique, l'azimut au lever du soleil ou de l'astre est l'opposé de l'azimut à son coucher. Ça semble assez évident, attention à interpréter quand même à 2 pi radians près, ou sinon ça marche pas. On va prendre un exemple. Quel est l'azimut du soleil à son coucher à Nouméa le 13-12-2020? La formule qui permet de calculer l'angle de correction, et les données de l'énoncé. On va pouvoir calculer dans un premier temps la valeur de H0, comme on l'avait fait précédemment. Ensuite, on va appliquer notre formule, et on trouve 245 degrés. Eh bien, l'azimut du coucher de soleil à Nouméa ce jour-là, c'est 245 degrés, c'est un azimut ouest. Maintenant, quel est l'azimut du lever? Alors on pourrait reprendre la formule du lever, appliquer comme on l'a fait pour le coucher. On peut aussi dire que l'azimut du lever, c'est l'opposé de l'azimut du coucher. Autrement dit, c'est moins 245 degrés, qu'il faut interpréter à 2 pi radians près, autrement dit 360 degrés près. Moins 245 degrés, c'est la même chose que 360 moins 245 degrés, autrement dit 115 degrés. Donc ce jour-là, le soleil s'est levé sur un azimut 115 degrés, donc un azimut est, et il s'est couché sur un azimut de 245 degrés, un azimut ouest. Voilà ce qu'on pouvait dire du lever et du coucher de soleil. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain chapitre, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les cercles de hauteur. Merci de votre attention, à bientôt.